Chapitre 1. Une mort au manoir. Heather Lake. La tempête avait déferlé de la côte ce soir-là, balayant les landes tel un esprit agité. Les fenêtres du manoir de Heather Lake tremblaient sous le vent, et la maison, monument austère de la fin de l'époque victorienne, semblait grogner en signe de protestation. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère n'était pas à la peur, mais à la fête. Lady Eugenia Whitcomb, veuve de feu Lord Arthur Whitcomb, donnait son dîner de charité annuel, une grande réception réunissant la fine fleur de la société du Hampshire. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des tables en chêne poli, des rires résonnaient dans la salle de marbre, et le parfum du lys, sa fleur préférée, flottait faiblement dans l'air. Mais sous le tintement des verres et les conversations polies, une tension régnait, une tension subtile, invisible, perceptible seulement par ceux qui sont sensibles aux émotions humaines, le genre de tension qui précède souvent la tragédie. À 9h30, les invités furent conviés au salon pour boire un verre et discuter. Parmi eux, Sir Reginald Muir, un colonel à la retraite avec une voix tonitruante et un visage constamment rouge à cause de l'alcool. Mademoiselle Clara Ashcroft, la jeune compagne de Lady Whitcomb, calme, observatrice, avec des yeux qui se tournaient trop souvent vers sa maîtresse. Monsieur Henry Latham, un avocat au succès modéré, mais à la grande ambition, connu pour avoir géré le domaine de Whitcomb. Madame Lydia Chalmers, un romancier d'une certaine réputation, qui observait tout le monde avec la curiosité détachée de quelqu'un qui prend toujours des notes mentales. Dr Bernard Lay, le médecin de famille, qui portait l'inquiétude comme une seconde peau. Et enfin, le capitaine Oliver Dunn, le neveu de Lady Whitcomb, beau, charmant et accablé de dettes dont il refusait de parler. À 10h, l'orage s'était intensifié. Des éclairs fusèrent contre les hautes fenêtres, illuminant brièvement le grand portrait de feu Lord Whitcomb, un homme à l'expression sévère et au regard froid. Quelques instants plus tard, les lumières vacillèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent. Il y eut un halètement collectif, suivi des rires nerveux des invités peu habitués à l'obscurité. Un serviteur se précipita pour aller chercher des bougies. Puis, un cri. Cela venait d'en haut, brusque et soudain, tranchant le bavardage comme un couteau. Quand la lumière revint, Miss Ashcroft se tenait, au pied du grand escalier, pâle et tremblante. « Lady Whitcomb, elle est morte. » Les invités se précipitèrent vers le palier supérieur. Lady Whitcomb était affalée près de son bureau, une main sur la poitrine, les yeux grands ouverts de terreur. Le médecin s'agenouilla près d'elle, lui prit le pouls et leva les yeux d'un air grave. « Elle est partie, » dit-il doucement. « Une crise, cardiaque peut-être, quoique... » Il fronça les sourcils, examinant une petite enveloppe déchirée sur le bureau. Elle était adressée à Lady Whitcomb d'une écriture ferme et masculine, mais son contenu avait été retiré. Seule une légère trace de cire subsistait là où un seau avait été brisé. Dehors, le tonnerre grondait à nouveau, et tandis que les invités restaient figés dans la faible lueur des bougies, personne ne remarqua la faible traînée de poussière près du bureau, ni le petit carré de sol qui avait été légèrement soulevé, comme si quelque chose avait été caché en dessous et remplacé à la hâte. Le premier murmure de scandale s'est répandu dans le manoir Heather Lake avant minuit. Au matin, les journaux le diraient, l'affaire d'Heather Lake. Mais avant la fin de la journée, un télégramme arrivait de Londres portant un nom familier. Monsieur Hercule Poirot is en route. Chapitre 2. Poirot arrive à Heather Lake. Le lendemain matin se leva gris
et hésitant, comme si l'orage avait sapé jusqu'au courage du soleil. Les vastes jardins d'Heather Lake étaient trempés et silencieux, les allées de gravier luisant encore sous la pluie. Les domestiques circulaient à voix basse. Les rideaux étaient tirés à moitié, et la grande maison, autrefois si joyeuse, était devenue un mausolée de murmures. À 11 heures précises, une voiture noire apparut dans la longue allée menant au manoir. De là, descendit un petit homme impeccablement vêtu, chapeau melon à l'angle parfait, canne dans une main et valise dans l'autre. Sa moustache était magnifique, symétrique, soignée et parfaitement épilée. Hercule Poirot s'arrêta à l'entrée, observant le bâtiment avec une expression de légère désapprobation. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Si vaste, si imprégné de courants d'air, si anglais. C'est un miracle que les os ne se révoltent pas complètement. » Il avait été accueilli à la porte par inspecteur Gilles, un officier de police local, robuste et bon enfant, dont le sens de l'ordre était bien moins méticuleux que celui de Poirot. « Ah, monsieur Poirot, dit-il avec un sourire soulagé. Quel honneur, monsieur. Je ne m'attendais pas à ce que Londres envoie ses meilleurs éléments pour une simple crise cardiaque. » Poirot haussa un sourcil. « Un arrêt cardiaque, dites-vous? Et pourtant, vous faites appel à Hercule Poirot, mon cher inspecteur. C'est déjà fort curieux. » Gilles s'éclaircit la gorge, légèrement gêné. « Eh bien, monsieur, pour être franc, il y avait certaines bizarreries. Le médecin, Ley, n'est pas convaincu que ce soit naturel. Il a dit qu'elle était en excellente santé. Et puis, il y a cette histoire de lettre. »« Ah, la lettre !» dit Poirot, les yeux brillants. « On m'a dit qu'elle avait été retrouvée sur son bureau. Vide, n'est-ce pas? » ?»« Exactement. Le sceau a été brisé, le contenu a disparu. Personne n'a admis l'avoir vu avant sa mort. Alors il faut trouver qui l'a vu, dit doucement Poirot. Et nous commencerons, comme toujours, par la psychologie. Il faut mettre les petites cellules grises en mouvement. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Les invités avaient été priés de rester pour être interrogés, et ils se retrouvèrent donc dans le salon où la nuit précédente s'était terminée sous le choc. Dès que Poirot entra, toute conversation cessa. Sa présence imposait le silence, non par autorité, mais par l'assurance tranquille de celui qui en sait déjà plus qu'il ne le laisse paraître. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il en s'inclinant légèrement. « Je suis Hercule Poirot. Je comprends que les circonstances de la mort de Lady Whitcomb ont causé beaucoup de chagrin. Il est de mon devoir de veiller à ce que la vérité, comment dites-vous en anglais, soit révélée. » Il y eut un murmure d'assentiment, bien que la tension fût palpable. Poirot s'assit près de la cheminée et fit signe à l'inspecteur Gilles de se tenir à ses côtés, son carnet prêt. « Commençons, » dit Poirot sèchement. « Peut-être pourrions-nous commencer par Madame Chalmers, la dame de la littérature. » Madame Lydia Chalmers s'avança, grande femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à l'esprit vif. Elle semblait posée, même si ses mains tordaient un mouchoir, presque inconsciemment. « Je suis arrivée hier après-midi, » commença-t-elle. Lady Whitcomb était charmante comme toujours, gracieuse mais distraite. Nous avons dîné à 8 heures, et après, nous nous sommes retrouvés pour boire un cognac. L'orage a coupé les lumières vers 10 heures. Et puis, eh bien, vous connaissez la suite. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant la panne de courant ? Demanda Poirot. Chalmers hésita. Seulement, Mademoiselle Ashcroft semblait agitée. Elle jetait des coups d'œil vers Lady Whitcomb, comme si elle voulait dire quelque chose, mais perdait courage. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, madame. Vous êtes observatrice, je trouve. Vous voyez beaucoup et parlez peu.
C'est une combinaison rare. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Un geste nécessaire pour une romancière. Ensuite est venu, capitaine, Oliver Dinson. Charme s'était filoché. Ma tante était de bonne humeur, dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. Nous avons discuté brièvement avant le dîner. Elle a fait allusion à un sujet important dont elle comptait discuter avec moi plus tard, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. « Quel genre d'affaire ?» demanda délicatement Poirot. Le capitaine détourna le regard. « Elle ne l'a pas dit, mais si vous voulez savoir, ma tante gérait mes finances. Elle désapprouvait mes choix. Je soupçonne que c'était un autre sermon. Ou peut-être, dit doucement Poirot, une promesse d'assistance. » Dean cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Poirot se contenta de sourire. « On verra bien, mon capitaine, on verra bien. » Puis vint Deder Bernarley, le médecin. Son visage était pâle, comme s'il n'avait pas dormi, et ses mains s'agitaient avec ses lunettes. « J'ai été appelé dès que le cri a été entendu, » dit-il. Lady Whitcomb était déjà partie. Plus de pouls, plus de respiration. J'ai suspecté une insuffisance cardiaque, mais en l'examinant plus tard, je n'ai trouvé aucune cause immédiate. « Tu veux dire, aucun signe de poison ou de violence ?» demanda Giles. « Rien de visible, mais son expression, ça m'a troublé. De la peur, peut-être du choc. Et la lettre, bien sûr. J'ai conseillé à M. Latham d'appeler Scotland Yard. » Poirot se tapota le menton. « Oui, la lettre, c'est le fantôme du festin. Il faut lui donner forme, il faut lui donner voix. » Henri Latham, le notaire, fut le suivant. Un homme précis, aux cheveux clairsemés, à l'air calme, presque trop calme. Lady Whitcomb avait récemment envisagé de réviser son testament, dit-il. Elle était devenue incertaine quant à certains bénéficiaires. Poirot se pencha en avant. « Tu veux dire qu'elle avait l'intention de déshériter quelqu'un ?» Latham hésita. « C'est possible, mais elle n'a pas donné de nom. Elle a juste dit qu'elle souhaitait arranger les choses. » « Est-ce qu'elle t'a montré la mystérieuse lettre ?» ?»« Non, mais elle semblait préoccupée après l'avoir reçue. Je me souviens qu'elle est allée directement dans son bureau. »« Ah !» dit doucement Poirot. « Directement dans son bureau, où elle était morte moins d'une heure plus tard. » Enfin arrivait mademoiselle Clara Ashcroft. Les mains de la jeune femme tremblaient à son approche. « Je l'ai trouvée, » dit-elle d'une voix à peine murmurée. Elle m'avait demandé d'aller chercher son châle. À mon retour, elle était allongée là. Le ton de Poirot s'adoucit. « Vous étiez proche de Lady Whitcomb, n'est-ce pas ?»« Oui, elle m'a traité avec gentillesse, presque comme sa fille. » Les yeux de Clara brillaient. Elle me faisait confiance. « Et pourtant, » dit doucement Poirot, « tu avais peur d'elle la nuit dernière. » La fille parut surprise. « Quoi ? Non, Madame Chalmers vous a observé, » poursuivit-il calmement. « Votre agitation, votre hésitation. Pourquoi, mademoiselle Ashcroft, étiez-vous si bouleversée ?» Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Ses yeux baissèrent le sol. « Je ne peux pas dire. »« Très bien, » dit Poirot doucement, « pour l'instant. » Une fois les entretiens terminés, Poirot se leva. « Inspecteur Giles, je vous remercie, mais je vais maintenant examiner l'étude. Certaines choses sont plus éloquentes que des mots. » Ensemble, ils entrèrent dans la pièce sombre où Lady Whitcomb était morte. Une légère odeur de parfum flottait dans l'air. Sur le bureau se trouvait son nécessaire à écrire, l'enveloppe déchirée et un buvard encore humide d'encre. Poirot se pencha, les yeux plissés. « Regardez, inspecteur, »
Le bord déchiré de l'enveloppe est irrégulier, comme si elle avait été ouverte à la hâte. Et voyez, ici, par terre, une trace de poussière soulevée près de la plainte. Il s'agenouilla et passa le doigt sur le joint du plancher. Il se souleva légèrement. Ah, les planches. On en a déplacé une récemment. Tu crois qu'il y a quelque chose de caché là-bas? Demanda Gilles, l'excitation dans la voix. Poirot sourit faiblement. Peut-être, mon ami, mais nous ne l'ouvrirons pas encore. Le parquet garde ses secrets pour l'instant. Il ne faut pas précipiter la vérité. Elle ne se révélera que lorsqu'elle sera prête. Il se redressa, époussetant une poussière imaginaire de sa manche. Voyez-vous, inspecteur, il y a de l'ordre en toute chose, même dans le crime. Quelqu'un ici a perturbé cet ordre, et pour Hercule Poirot, c'est le début de la fin. Dehors, la pluie recommença, douce et persistante. À l'intérieur du manoir Heatherley, les premiers fils de la tromperie commençaient à se dénouer. Mais sous le plancher poli, le secret attendait, patient, silencieux et mortel. Chapitre 3. Ombres et secrets. Le manoir Heatherley n'était pas bâti pour le silence, et pourtant, le silence l'avait emporté. Les couloirs, autrefois résonnant des conversations, semblaient désormais écoutés. Poirot, après avoir examiné le bureau de Lady Whitcomb, demanda qu'aucun invité ne quitte la pièce avant qu'il ne les ait autorisés à le faire. Une requête accueillie par de discrètes protestations et une obéissance résignée. À midi, les nuages s'étaient à nouveau épaissis, et la pluie ruisselait sur les fenêtres comme des larmes. Poirot était assis dans le petit salon, une délicate tasse en porcelaine devant lui, sa petite silhouette parfaitement posée. Il ne lisait ni n'écrivait, simplement pensait. L'inspecteur Giles entra, ses bottes grinçant légèrement sur le sol ciré. « Vous êtes assis là depuis une demi-heure, monsieur, » dit Giles en croisant les bras. « Je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou de l'ennui. » Poirot sourit faiblement. « C'est une question de réflexion, mon ami. Il faut que les faits soient bien rangés, comme les meubles dans une pièce bien rangée. Vous, les détectives anglais, vous tirez des conclusions hâtives avant même que les chaises soient placées, hein ?» Giles gloussa. « Peut-être, mais dis-moi, qu'ont déduit tes petites cellules grises jusqu'ici ?» Poirot se tapota légèrement la tempe. « Que cette affaire soit pas du cœur, mais de l'esprit. La mort de Lady Whitcomb n'est pas le chaos de la passion, mais la précision d'une intention. Quelqu'un, mon cher, Gilles, a planifié avec soin. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Mais comment, monsieur? Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun signe d'empoisonnement ou de violence. »« Justement, » dit Poirot. Et pourtant, l'expression de Lady Whitcomb exprimait la peur. Ce n'est pas un détail, la peur a besoin d'une cause. Il sirota délicatement son thé. Rappelons-nous, elle a reçu une lettre, urgente, peut-être perturbante, et en moins d'une heure, elle est morte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel. Quand Gilles fut allé voir les domestiques, Poirot appela mademoiselle Ashcroft une fois de plus. Elle entra avec hésitation, les yeux rouges. « Mademoiselle, » commença doucement Poirot, « c'est très douloureux de parler des morts, je sais. Pourtant, il y a des choses que nous devons comprendre. Vous étiez proche de Lady Whitcomb, vous disiez qu'elle vous faisait confiance. »« Oui, » dit Clara doucement. « Je gérais sa correspondance, ses agendas, parfois même ses finances quand elle était fatiguée. Elle se confiait souvent à moi. »« Ah, très bien. Alors, vous savez peut-être, attendait-elle une visite ou a-t-elle reçu un message d'un invité avant le dîner ?» Clara hésita. « J'ai vu la lettre arriver cet après-midi-là. L'enveloppe n'avait pas de cachet. Elle avait dû être remise en main propre.
Elle pâlit en voyant l'écriture. Vous souvenez-vous de l'écriture? C'était audacieux, fort, presque agressif. Elle n'a pas dit de qui il s'agissait, juste qu'elle avait besoin de réfléchir. Plus tard, elle s'est enfermée dans son bureau. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. Elle s'est enfermée, dites-vous. Et pourtant, la porte était ouverte quand vous l'avez trouvée. Oui, légèrement entr'ouverte. J'ai supposé qu'elle l'avait laissée ainsi. Poirot hocha la tête. Très bien. Et vous m'avez dit hier soir que vous ne pouviez pas dire pourquoi. Vous étiez anxieux avant le dîner. Peut-être maintenant, mademoiselle, vous... Peu? Ses doigts se tordaient nerveusement. J'avais surpris une conversation entre le capitaine Dean et M. Latham. Ils se disputaient dans la bibliothèque. À propos d'argent? Clara hocha la tête, surprise. Oui, comment le savais-tu? Poirot sourit. Parce qu'en Angleterre, quand les hommes se disputent à voix basse, c'est presque toujours pour une question d'argent. Ou pour une femme, continue. Ils se sont arrêtés en me voyant. Le capitaine Dean a parlé d'être coupé, et M. Latham a répondu que la lettre avait tout changé. Puis ils sont partis dans des directions opposées. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, encore la lettre. Elle semble avoir de nombreux admirateurs. Il congédia gentiment Clara, la remerciant avec une courtoisie discrète. Lorsqu'elle fut partie, il resta assis un long moment à contempler le jardin mouillé par la pluie. « Une lettre qui tue, un bureau qui cache », murmura-t-il. « Et sous le plancher, quel secret l'attend, je me le demande ?» En fin d'après-midi, Poirot décida d'inspecter plus en détail les appartements privés de Lady Whitcomb. Il demanda à la gouvernante, Madame Weatherby, pour l'accompagner, une femme au comportement sévère et à la bienséance inflexible. Lady Whitcomb était une femme d'habitude, observa Poirot en entrant dans la chambre. « Dites-moi, Madame Weatherby, était-elle contente ces dernières semaines ?» Elle avait des sautes d'humeur, admit la gouvernante. Depuis la mort de Lord Whitcomb, elle se sentait seule. Mais ces derniers temps, elle était devenue plus déterminée, comme une femme qui prend une décision. Poirot se tourna vers la coiffeuse. Tout était rangé avec une précision militaire. Flacons alignés, pinceaux impeccables. Mais un tiroir était légèrement entr'ouvert. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un recueil de lettres, toutes attachées par un ruban bleu délavé. Au-dessus se trouvait un mot, non signé, mais écrit de la même écriture audacieuse que Clara avait décrite. Poirot lut à haute voix et doucement. « Tu ne peux pas enterrer le passé pour toujours, Eugénia. La vérité finira par percer les fissures. » Il brandit la lettre et regarda l'encre d'un air pensif. « Le passé, il revient toujours, non? Comme un invité indésirable. » Madame Weatherby se signa. Elle a brûlé beaucoup de ses vieux papiers, vous savez, ceux de son mari. Elle a dit qu'il valait mieux les oublier. Son mari, songea Poirot. Dites-moi, leur mariage était-il heureux? Les lèvres de la gouvernante se pincèrent. Lord Whitcomb était particulier, froid. Il lui laissait peu d'affection, mais beaucoup de règles, en effet. Poirot plia soigneusement le mot. Et les règles, Madame Weatherby, sont souvent enfreintes, avec les conséquences qui en découlent. Ce soir-là, tandis que la maison se préparait pour un dîner discret, Poirot fit une promenade solitaire dans les couloirs. La pluie avait cessé, laissant derrière elle le silence de la terre détrempée et le grondement lointain du tonnerre. Dans l'une des chambres d'amis, il entendit des voix s'élever. Encore le capitaine Dean, en pleine dispute avec Henry Latham. « Tu ne peux pas m'en empêcher, Latham, » siffla Dean. « Si elle a modifié le testament, j'ai le droit de le savoir. » « Je vous le dis, là, il n'y a eu aucun changement.
répliqua sèchement Latham. « Le projet n'a jamais été signé. » Poirot s'arrêta devant la porte, invisible. La voix de Dan devint plus basse, tendue par la frustration. « Tu veux dire qu'elle censée de le signer, mais quelque chose l'en a empêché. Quelque chose, ou quelqu'un. » Poirot s'éloigna, silencieux comme un chat, les yeux brillants de curiosité. De retour dans le bureau, il examina à nouveau le sol, le léger jeu de la planche l'intrigua. Du bout de sa canne, il appuya doucement jusqu'à ce que le bois émette un léger craquement. En dessous, l'ouverture sombre d'une petite cavité apparut. Il se pencha plus près, mais ne retira pas encore la planche. Au lieu de cela, il sourit faiblement et murmura « Non, pas encore. L'ouvrir maintenant serait comme manger un dessert avant le repas. Il faut d'abord savourer le cours de la folie humaine. » Il remit soigneusement la planche en place, l'alignant avec la précision d'un artisan. Lorsqu'il se retourna, l'inspecteur Giles se tenait sur le seuil, un télégramme à la main. « Pour vous, monsieur, je reviens de Londres. » Poirot le déplia et le lut en silence. Puis il hocha la tête. « Ah, c'est donc confirmé. » « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Poirot leva les yeux. Le défunt mari de Lady Whitcomb était non seulement riche, mais aussi, comment dire, un homme de secret. Une certaine transaction, il y a des années, impliquant un certain monsieur Adrian Carfax, un nom qui apparaît maintenant dans notre puzzle. « Qui est Carfax ?» demanda Gilles. L'expression de Poirot devint distante. Un financier, longtemps cru mort. Ses affaires ont ruiné plusieurs familles, dont, je soupçonne, les Whitcomb. Si un fantôme a écrit cette lettre, mon ami, alors nous avons affaire à un fantôme qui tient encore une plume. » La nuit tomba à nouveau sur le manoir Heatherley. Les bougies vacillèrent, les ombres s'allongèrent, et chacun des invités regagna sa chambre, conscient que le détective en voyait plus qu'il n'en disait. Dans le silence du bureau, Poirot s'attarda encore un instant. Debout devant le bureau, où Lady Whitcomb avait rendu son dernier soupir, il contemplait la lettre, l'enveloppe vide et la légère empreinte sur le buvard, où ses derniers mots avaient été inscrits. Il murmura doucement en français. « L'ordre et la vérité. » Il se cache, mais seulement pour un petit moment. Puis, se retournant brusquement, il éteignit la lampe. L'obscurité engloutit la pièce entière, à l'exception d'un léger craquement sous le plancher, comme si quelque chose ou quelqu'un remuait encore en dessous. Chapitre 4. La lettre et le mensonge. Le lendemain matin n'apporta aucun réconfort au manoir Heatherley. L'air semblait chargé de secrets. Le petit déjeuner fut servi en silence. Les invités, pâles et tendus, évitaient le regard, tandis que les domestiques s'agitaient, les yeux baissés. Seul Poirot paraissait serein, assis près de la fenêtre avec son café, sa moustache impeccable malgré la pénombre. L'inspecteur Giles entra, l'air harcelé. « Bonjour, monsieur Poirot. J'ai reçu un message du coroner. Les premières conclusions sont disponibles. » Poirot leva les yeux avec une légère curiosité. « Ah, et qu'en conclut votre bon coroner ? » « Aucun signe de maladie cardiaque. Aucune toxine détectée. Du moins, aucune des toxines courantes. » Mais il a remarqué quelque chose d'étrange. Les ongles du défunt présentaient des traces d'une légère teinte bleutée. Les yeux de Poirot brillèrent. Une infime trace de bleu, dites-vous. Très intéressant. C'est subtil, délicat, mais significatif. Certains poisons ne laissent aucune trace, si ce n'est un léger murmure de couleur. « Tu veux dire du cyanure ?» demanda Gilles. « Non, non, le cyanure crie. Il ne murmure pas.
Il faut trouver quelque chose de plus doux, quelque chose qui tue sans spectacle. » Poirot se leva. « Voyons encore une fois le bureau. Je souhaite revoir ce qu'à n'est pas là. » Le bureau était tel qu'il l'avait laissé, immobile, ordonné, et pourtant légèrement oppressant. Poirot s'approcha du bureau. « Observe, mon ami, » dit-il à Gilles. « Voilà l'encre, le papier, l'enveloppe déchirée. Pourtant, il manque un petit objet, le stylo. » Giles fronça les sourcils. « Un stylo ? » ?»« Oui, Lady Whitcomb utilisait toujours le même stylo-plume, un bel objet en or et émail. Voyez-vous ici, sur le buvard, le motif de l'encre, la façon dont elle trace les boucles de ses lettres. C'est particulier. Mais où est le stylo, maintenant ?» L'inspecteur regarda autour de lui, impuissant. « On aurait pu le déplacer quand le corps a été retrouvé. »« Cela aurait pu, » murmura Poirot. « Ou cela aurait pu être pris. » Il ouvrit les tiroirs un à un, bien rangés, trop rangés, et ne trouva rien. Puis, accroupi près de l'âtre, il examina les cendres dans la grille. Là, à peine visible dans la grisaille, se trouvait un petit morceau de papier carbonisé. Poirot le ramassa délicatement avec sa pince à épiler. « dit-il doucement. « Les restes d'une autre lettre peut-être. Seuls quelques mots ont survécu. » Il souffla doucement sur le papier, lisant les fragments à haute voix. « Ne peut pas pardonner. » Sous le sol, il échangea un regard avec Gilles. « Ah, encore le sol. Il nous revient comme un écho. Mon ami, il est temps de reparler aux invités. Quelqu'un parmi eux sait ce qui se cache en dessous. » Ils se rassemblèrent à contre-cœur dans le salon. Poirot se tenait devant eux, petit et posé, ses yeux gris-vert, allant d'un visage à l'autre. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il d'une voix doucereuse, « je regrette de perturber votre petit déjeuner avec des détails aussi désagréables. Pourtant, la mort de Lady Whitcomb devient plus complexe. Elle n'était pas naturelle, j'en suis certain. » Mademoiselle Ashcroft poussa un léger cri. Madame Chalmers marmonna quelque chose à propos d'un scandale. Le capitaine Dean, les bras croisés, fixait le sol d'un air de défi. Le regard de Poirot se posa sur Henry Latham. « Monsieur Latham, vous êtes l'avocat de la dame, n'est-ce pas? Vous m'avez dit hier qu'une modification de son testament avait été envisagée, mais non finalisée. Est-il possible que cette mystérieuse lettre ait un lien avec cette affaire ?» Latham ajusta ses lunettes. « J'imagine que c'était possible, mais je ne vois pas pourquoi elle garderait le secret. »« Peut-être, » dit doucement Poirot, « parce qu'il a été écrit par quelqu'un qu'elle craignait ou plaignait. Dites-moi, monsieur, quand avez-vous vu Lady Whitcomb vivante pour la dernière fois ? » « Après le dîner, vers 20h30. Elle m'a demandé si je pouvais rentrer à Londres avec des papiers. J'ai refusé, je comptais passer la nuit ici. Et pendant cette conversation, poursuivit Poirot, paraissait-elle anxieuse, distraite ? » ?»« Oui, » dit lentement Latham, « mais je croyais que c'était la tempête. » Poirot inclina la tête. « La tempête, oui. Elle inquiète beaucoup de gens. Mais je pense que son malaise avait une autre source, quelque chose d'enfoui, au sens propre comme au sens figuré. » Après l'interrogatoire, Poirot a demandé à parler en privé avec M. Chalmers, la romancière, le rencontra dans la véranda, où les vitres ruisselaient encore de pluie. Son expression exprimait davantage la curiosité que la peur. « Madame Chalmers, » dit doucement Poirot, « vous voyez beaucoup et vous écoutez bien. Vous m'avez dit que mademoiselle Ashcroft était inquiète hier soir. Dites-moi, qu'en est-il du capitaine Dean? Semblait-il lui aussi perturbé ?» Elle sourit faiblement. « Le capitaine Dean paraît toujours inquiet, monsieur Poirot. Il boit pour le masquer, mais l'inquiétude est là. Je l'ai souvent observé.
Ses mains tremblent quand il pense que personne ne le remarque. « Oui, oui. Et Lady Whitcomb? Y avait-il de l'affection entre elles? Affection ?» Chalmers se rit doucement. « Pas vraiment. Il dépendait d'elle financièrement, rien de plus. Je suppose qu'elle en avait assez de le sauver. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, on ne sauve que ceux qu'on ne peut se résoudre à condamner. Peut-être voulait-elle l'aider, peut-être pas. On verra bien. » Avant qu'il puisse continuer, un vacarme s'éleva dans la salle. Des cris, un bruit de bottes sur le bois. Poirot et Chalmers se précipitèrent dehors et trouvèrent l'inspecteur Giles en train de maîtriser le capitaine Dunn, furieux. « J'en ai assez !» cria Dunn. « Vous n'avez pas le droit de nous garder prisonniers ici. » Poirot leva la main. « Mais mon capitaine, ce n'est pas une prison, c'est simplement un refuge temporaire pour la vérité. »« La vérité ?» cracha Dunn. « Quelle vérité ? Que ma tante était une vieille manipulatrice qui aimait jouer à Dieu avec la vie des autres ?» Le silence retomba dans la pièce. Poirot plissa légèrement les yeux. « Ah, maintenant, nous en arrivons à la passion. Ce sont toujours les plus en colère qui parlent le plus franchement. » Dean rougit. « Je ne l'ai pas tué, si c'est ce que tu insinues. » La voix de Poirot resta calme. « Je n'insinue rien, monsieur. Je constate seulement que vous êtes absolument certain de ne pas l'avoir fait, avant même que je vous pose la question. » Cela le fit taire. Poirot se tourna vers Giles. « Laissez le capitaine Dean tranquille, pour l'instant. La colère n'est que fumée. Elle cache le feu qui se cache en dessous. » Plus tard dans la journée, Poirot demanda l'aide du majordome Harris pour soulever la planche du bureau. « Prudemment, s'il vous plaît, » ordonna-t-il. « Nous ne devons rien déranger plus que nécessaire. » Avec un grincement de bois, la planche se détacha. Dessous se trouvait une petite boîte en fer blanc, dont le couvercle était terni mais intact. Poirot la prit et la posa délicatement sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des papiers, de vieux actes, des reçus et, au fond, un document plié, estampillé du sceau de Lord Whitcomb. Poirot le déplia d'une main gantée. C'était une confession, une déclaration écrite datée de 15 ans plus tôt. Poirot lut lentement, à haute voix. « Moi, Arthur Whitcomb, reconnais que l'investissement réalisé dans le cadre du stratagème Carfax était frauduleux. Les fonds ont été détournés vers des comptes privés, à mon nom. En cas de découverte, toutes les preuves devront être dissimulées dans la succession jusqu'à mon décès. » Poirot haussa les sourcils. « Voilà, le fantôme d'Adrian Carfax prend forme. » Giles siffla. Alors feu Lord Whitcomb était un escroc. Le ton de Poirot devint pensif. Un escroc peut-être, mais surtout, un homme qui craignait d'être démasqué. Lady Whitcomb, en découvrant ce secret, avait peut-être l'intention de réparer son tort. Et quelqu'un ici le savait. Il referma doucement la boîte. « Voici mon ami, le mobile. Mais qui parmi nos invités connaissait cette honte cachée ?» Ce soir-là, Poirot dîna seul, méditant à la lueur des bougies. La maison était devenue plus silencieuse, mais la tension vibrait sous ce calme comme un fil trop tendu. Il avait rassemblé les fragments, la lettre, la confession, la peur, mais le motif restait insaisissable. Il regarda vers la fenêtre où les nuages d'orage s'amoncelaient à nouveau. « Patience, » murmura-t-il. « L'heure de la révélation n'est pas encore venue. D'abord, nous devons laisser les coupables croire qu'ils sont en sécurité. » Dans le couloir, une ombre passa silencieusement devant la porte. Le regard perçant de Poirot se leva, mais il ne produisit aucun son. Il sourit faiblement. « Oui, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Marche doucement, mon ami. Bientôt,
tes pas te trahiront. Dehors, le tonnerre grondait à nouveau, bas et lointain. À l'intérieur, le petit détective belge était assis, immobile, écoutant le battement de cœur d'une maison bâtie sur le mensonge. Chapitre 5. Le modèle caché. Pendant les 2 jours qui suivirent, la maison de Highbury Hall s'embrasa sous un vernis de civilité. L'enquête du coroner avait été reportée dans l'attente d'un complément d'enquête. Le personnel évoluait comme des fantômes dans les couloirs, et la famille ne se réunissait que pour les repas, des moments gênants et silencieux, ponctués par les mains tremblantes de Lady Ravenswood et le regard calme et fixe de Poirot. Poirot était resté la plupart du temps dans la bibliothèque, où persistait une légère odeur de fumée de cigare et de cuir vieilli. Là, il avait rassemblé ses notes, chaque page étant ornée d'une écriture soignée et symétrique. Hastings, son fidèle compagnon, l'observait depuis un fauteuil voisin, s'interrogeant sur l'immobilité du détective. « Vous êtes monde fixé sur la même page depuis près de 20 minutes, Poirot, » remarqua enfin Hastings. « On pourrait croire que vous essayez de faire surgir le coupable de nulle part. » Poirot ne leva pas les yeux. « Non, mon ami, je t'écoute. » « Écoute ? Oui, au silence de cette maison. C'est très révélateur. » Hastings fronça les sourcils. « Dis donc, c'est plutôt énigmatique, mon vieux. » Poirot croisa les mains. Les Anglais, Hastings, sont très prudents quant à leur silence. En Belgique, lorsqu'il y a une gêne, un malaise, on parle pour l'apaiser. Ici, on le dissimule par des conversations polies, voire pas du tout. Dans cette maison, les silences sont nombreux, mais un, surtout un, résonne trop fort. Avant qu'Hastings puisse poser d'autres questions, on frappa. Le majordome, Graves, entra, portant un plateau d'argent contenant 2 lettres. « Message pour vous, monsieur Poirot. » Tous 2 remis en main propre. Poirot les accepta et examina chaque enveloppe. L'une portait le sceau de la police locale, l'autre, simple et sans marque. Il ouvrit la première. Une note officielle de l'inspecteur Marsh, confirmant que l'enquête n'avait révélé aucune empreinte digitale concluante ni effraction. Il ouvrit le second avec plus de précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, sur laquelle n'étaient inscrits que quelques mots. Il n'était pas destiné à mourir. Il n'y avait aucune signature. Poirot's brow arched slightly. Très intéressant, murmurde. Hastings se pencha en avant. Une confession ? Pas tout à fait, mon ami. C'est le cri d'une conscience, un message de culpabilité, certes, mais pas celui du meurtrier. Ce texte est écrit par quelqu'un qui craint ce qu'il a causé, mais pas ce qu'il a fait. Quelqu'un qui se sent responsable mais n'est pas coupable, demanda Hastings à voix haute, perplexe. Exactement. Poirot se leva brusquement. Viens, Hastings, allons prendre l'air. Une maison révèle ses secrets à travers ses habitants. Mais ses habitants révèlent les leurs par leurs mouvements. Ils trouvèrent Lady Ravenswood arpentant la roseraie, son voile noir flottant faiblement au vent. Elle paraissait plus petite, diminuée par la perte. Pourtant, quelque chose dans son regard, une conscience, un calcul, suggérait que son chagrin n'était pas sans fondement. « Ah, madame !» salua doucement Poirot. « Veuillez m'excuser pour cette intrusion. Le jardin est magnifique, même dans le chagrin. » Elle sourit faiblement. C'était la fierté d'Arthur, ce jardin. Il y passait des heures, même si je soupçonne que c'était plus pour la solitude que pour l'horticulture. « La solitude peut être une amie ou un bouclier, » dit Poirot. « Sir Arthur l'a-t-il recherché comme l'une ou l'autre, je me demande ?» Ses lèvres tremblaient. Il était agité. Après son accident à l'étranger, il n'était plus le même. Il se réveillait la nuit,
faisant les 100 pas. Parfois, il parlait de rêves étranges, des pas sur le plancher, des voix qui l'appelaient. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Des pas, dis-tu » ? « Oui, j'ai écarté la possibilité d'une douleur résiduelle, ou peut-être d'une crise de nerfs. Mais après sa mort… » Elle hésita. « Monsieur Poirot, je dois vous poser une question directe. Croyez-vous au surnaturel ?»« Le surnaturel, madame, » dit Poirot avec un léger sourire, « n'est que le naturel, incompris. Des fantômes? Non. Des secrets? Toujours. » Elle se détourna, visiblement perturbée. « Alors, vous trouverez beaucoup de fantômes ici, monsieur Poirot, même si vous n'y croyez pas. » Plus tard, dans l'après-midi, Poirot et Hastings traversèrent vers l'aile des domestiques. L'atmosphère était pesante, et l'air sentait vaguement le cirage et le savon. Ils trouvèrent Clara, la jeune femme de chambre, en train de plier du linge dans l'étroit couloir. Elle sursauta à leur approche. « Monsieur Poirot, » dit-elle rapidement, « j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. J'ai été attentive. »« Très bien, mademoiselle, » dit Poirot avec gentillesse, et qu'ont entendu ses oreilles. Elle se mordit la lèvre. « On raconte au personnel, à propos du bureau de Sir Arthur, qu'avant de mourir, il aurait fait réparer le sol. »« Le sol ?» répéta Hastings. « Oui, monsieur. Il a dit que la maison se déformait à cause de l'humidité. Mais monsieur Larkin, l'homme à tout faire, a dit qu'il n'y voyait rien d'anormal. Sir Arthur a insisté pour les travaux, puis a changé d'avis le lendemain. » Poirot hocha lentement la tête. « Fascinant. Dites-moi, Clara, qui d'autre était au courant de ces réparations? Seulement Lady Ravenswood et monsieur Larkin, je suppose. Oh, et monsieur Henry, il a entendu leur dispute. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. » En partant, Hastings murmura. « Le plancher, Poirot. Le titre de cette affaire, la lettre, ça doit être lié. » Poirot se tapota la tempe. « Patience, Hastings. La vérité, comme une graine, doit pousser. On ne peut pas la déterrer avant qu'elle ne fleurisse. » Ce soir-là, Poirot demanda à revoir le bureau. La famille s'était réticente, mais Lady Ravenswood finit par y consentir. Le détective s'agenouilla sur le tapis, caressant du bout des doigts le bas du bureau. Puis, à l'aide d'une petite loupe, il inspecta les bords du parquet. Hastings observa, perplexe. « Tu ne penses quand même pas qu'il y a quelque chose là-dessous, n'est-ce pas ?» Poirot sourit faiblement. « Mon cher Hastings, il y a toujours quelque chose sous le plancher, que ce soit de la poussière, un secret ou le poids d'un sentiment de culpabilité. » Il tapota légèrement une partie du sol. Le son était plus sourd que le reste. « Ah, tu entends ça ?» Hastings s'accroupit. « Ça sonne creux. » « En effet, mais remarquez, les planches sont clouées par en dessous. Quelqu'un a voulu qu'elles paraissent intactes. » Poirot se leva. « Je n'irai pas plus loin, pas encore. Que ceux qui ont enfoui leur secret le croient encore en sécurité. » Il regarda vers la fenêtre, où le crépuscule s'était installé sur le domaine. « Ce soir, Hastings, nous dînons avec des fantômes. » Au dîner, la famille se retrouva. Lady Ravenswood, sa fille, Evelyn et Henry, le fils maussade. La présence de Poirot sembla accentuer la tension. La conversation fut tendue jusqu'à ce qu'Evelyn, dans sa franchise juvénile, la rompe. « Monsieur Poirot, » dit-elle, « vous devez nous dire, pensez-vous que mon père a été assassiné ?» « Mademoiselle Evelyn, » répondit doucement Poirot, « je pense que votre père était aidé, mais peut-être pas de la manière que vous imaginez. » La fourchette de Lady Ravenswood claqua doucement sur son assiette. « Aidé ?» Poirot inclina la tête. C'était un homme rongé par la peur,
la culpabilité, un problème non résolu. Et lorsqu'un homme ne peut affronter sa conscience, le monde qui l'entoure conspire pour achever ce qu'il ne peut pas faire. Henri se pencha en avant. Ça ressemble à de la philosophie, pas à du travail de policier. Poirot eut un léger sourire. « Mon cher monsieur, les deux ne sont pas si différents. Pour résoudre un crime, il faut connaître l'âme qui le commet. » Le silence retomba dans la pièce. Mais cette fois, Poirot le vit, l'ombre de malaise qui passa entre la mère et le fils, et le détachement froid dans le regard d'Evelyne, tandis qu'elle repoussait sa nourriture. Il avait déjà vu de tels silences. Ils n'étaient pas nés du chagrin, mais de la peur que la vérité, une fois dite, ne puisse être contenue. Poirot essuya ses lèvres avec sa serviette, puis se leva. « Bon, demain, je crois, on relèvera le plancher. » Chapitre 6. La seconde révélation. Le lendemain matin se leva gris et sans vent. Le genre de matin qui étouffe aussi bien les sons que les pensées. Une brume s'abattait sur les jardins de Highbury Hall, et même les oiseaux semblaient réticents à troubler le silence. Poirot se tenait à la fenêtre de sa chambre d'amis, la moustache parfaitement taillée, la posture impeccable. Hastings entra quelques instants plus tard, à moitié réveillé, boutonnant encore son gilet. « Tu t'es levé tôt, Poirot, » dit-il en bâillant. « Tu veux déjà commencer ?»« Mais bien sûr, mon ami, » répondit Poirot, sans se détourner de la fenêtre. « Il y a du travail à faire, et à vrai dire, il n'attend personne, pas même un Belge qui tient à son petit déjeuner. » Hastings rit doucement. « Alors je veillerai à ce que Madame Greaves apporte du café et des petits pains. » L'expression de Poirot resta distante. « Non, Hastings, ce matin le café peut attendre. Aujourd'hui nous troublons la paix des morts et des vivants. » À 9 heures, la maisonnée était de nouveau réunie dans le bureau. Lady Ravenswood se tenait près de la cheminée, les mains gantées serrées. Henry était affalé dans un fauteuil, affectant l'indifférence mais la trahissant par ses mouvements agités. Evelyne était assise sur le rebord de la fenêtre, les bras croisés, le regard fixé au sol. L'inspecteur March était également arrivé, appelé par Poirot, ses lourdes bottes laissant des traces de boue sur le fin tapis. Poirot observa l'assemblée. « Messieurs, mesdames, je vous ai fait venir parce qu'il est temps de regarder au-delà des apparences, littéralement. » Henri ricana. « Tu veux détruire le parquet de mon père. Est-ce vraiment nécessaire ?» Poirot sourit doucement. « Il faut toujours regarder là où les autres ne veulent pas qu'on regarde, monsieur. C'est là que se cache la vérité. » Lady Ravenswood était pâle. « Je dois protester, monsieur Poirot. Arthur n'aurait pas voulu que son bureau soit souillé. » Poirot inclina la tête avec courtoisie. « Je respecte votre sentiment, madame, mais je pense que Sir Arthur lui-même souhaiterait que la vérité ne s'éteigne plus. Ses secrets l'ont déjà trop perturbé, dans la vie comme dans la mort. » L'inspecteur March fit signe à l'homme à tout faire qui attendait près de la porte. « Très bien, monsieur Larkin, faites ce qu'il vous demande. » L'homme à tout faire s'agenouilla, cherchant la partie terne du sol que Poirot avait repérée la veille. Les clous cédèrent avec une facilité surprenante. La poussière s'éleva lorsque la planche se souleva. En dessous se trouvait un compartiment creux, petit, mais visiblement conçu avec intention. Un murmure parcourut la pièce. À l'intérieur de l'espace se trouvait un journal relié en cuir, une petite boîte en fer blanc et une enveloppe pliée, tachée par le temps. Poirot fit signe à l'inspecteur March d'attendre avant de toucher quoi que ce soit. Il s'agenouilla, examinant attentivement les objets, son regard perçant, brillant. « Voyez-vous, Hastings,
murmura-t-il. C'est exactement ce que je pensais. Les planches ont été replacées par en dessous. Une cachette bien intentionnée, mais pas, je crois, destinée à l'éternité. Il souleva le journal avec précaution. Les initiales Astor étaient gravées en or. Lady Ravenswood haleta doucement. « C'est à Arthur, murmura-t-elle. Poirot hocha la tête. « Oui, madame, et je soupçonne que ce sont là les mots qu'il n'osait prononcer. » Ils se rassemblèrent autour de Poirot tandis qu'il ouvrait le journal, feuilletant des pages d'entrées ordinaires, réunions d'affaires, comptes, brèves notes sur la scolarité de ses enfants. Jusqu'à ce que l'écriture change. Elle devint erratique, presque fiévreuse. Poirot lut à haute voix. « La voix est revenue hier soir. Elle sait ce que j'ai fait, à Calais. Je la croyais enfouie, que la mer avait emporté son secret à jamais. Mais le sol craque, chaque pas la rapproche. La pièce est devenue froide. Hastings déglutit. Bon sang, Calais, que voulait-il dire? Poirot a tourné une autre page. Si Evelyne l'apprend un jour, elle me méprisera. Henri sans doute, il le doit. Mais je ne peux pas avouer. Cela détruirait tout. Mieux vaut qu'elle reste sous le plancher, silencieuse. Les genoux de Lady Ravenswood faillirent céder. « Sous le plancher » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu !» Poirot leva la main. « Courage, madame. Nous ne savons pas encore ce qu'il voulait dire. L'esprit coupable exagère, déforme. C'est peut-être une métaphore. Ou des aveux, dit Marsh d'un ton sombre. On fera fouiller ce compartiment. Non, 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 mon ami, s'exclama Poirot sèchement. Pas encore. Tu agis trop vite, et agir sans réfléchir est aussi dangereux que l'inaction. Commençons par comprendre l'auteur de ces lignes. Il tourna une autre page, blanche, puis une autre. Mais la dernière feuille ne portait qu'une seule ligne, griffonnée d'une encre irrégulière. S'il le trouve, je suis perdu. S'il ne le trouve pas, n'ose pas, je suis damné. Poirot referma doucement le journal. Un homme déchiré entre la peur et la culpabilité, c'est très humain. Henri se leva brusquement. C'est de la folie. Mon père n'était pas un fou hanté par des fantômes. Poirot le regarda froidement. Non, monsieur, pas un fou, mais peut-être hanté par quelque chose de bien plus réel. Poirot ouvrit alors la boîte en fer blanc. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. De vieilles lettres, des reçus étrangers et une petite photographie. Celle-ci représentait une jeune femme brune et souriante, debout au bord de la mer. Au dos, en cursive soignée, était écrit A.A.R. avec amour, Élise. Lady Ravenswood pâlit. Élise, mais c'était... Non, c'est impossible. Qui était-elle, madame? Demanda doucement Poirot. Elle hésita. La secrétaire d'Arthur, il y a des années, avant notre mariage. Elle s'est noyée lors d'un voyage en France. Un tragique accident. Un accident, répéta Poirot. Peut-être. Mais alors pourquoi a-t-il caché sa photo et écrit à son sujet comme si elle était encore dans les couloirs? Personne ne répondit. Le silence était lourd de sous-entendus. Poirot se leva, les yeux brillants d'une satisfaction particulière. Voyez-vous, Hastings, les morts ont souvent une présence plus forte que les vivants. Ce n'est pas le fantôme qui effraie, c'est le souvenir. Il se tourna vers l'inspecteur Marsh. Nous n'enlèverons pas le reste du plancher aujourd'hui. Laissons ces planches en place pour l'instant. La vérité, en dessous, attend, mais il n'est pas encore temps de la déceler. Marsh parut mécontent. Tu veux retarder les choses? Avec ce qu'on a trouvé, on pourrait tout démolir en 1 heure. Poirot sourit faiblement. Et alors? Tu trouverais de la poussière, peut-être des os, peut-être rien.
Mais l'esprit qui a enfoui le secret resterait caché. Non, mon ami, donnons au coupable une chance de se révéler. Rien n'expose autant la conscience que la peur. Il s'adressa à la famille. Il ne sera plus question de cette découverte en dehors de cette pièce. Si vous êtes d'accord, je poursuis. Chapitre 7. Le murmure dans les murs. La nuit était tombée dans le silence, et les vastes couloirs d'Ashcroft Hall semblaient s'étendre à l'infini, résonnant faiblement du souffle du vent qui s'infiltrait à travers les vieilles vitres. Poirot s'était couché tôt, du moins en apparence. Mais Hastings savait que lorsque Poirot était silencieux, c'était rarement le prélude au repos. À 10h30, je le trouvai assis dans le salon, une seule lampe projetant une douce lumière sur sa petite silhouette. Ses yeux étaient mi-clos, ses doigts pressés sous son menton. Une posture que j'avais appris à reconnaître comme le seuil de la révélation. « Tu ne dors pas, Poirot ?» demandai-je. « Non, mon ami. Pour dormir, il faut de l'ordre dans l'esprit, et le mien, pour l'instant, ressemble à l'intérieur de la boîte à bijoux de Madame Ashcroft. De nombreux compartiments, de nombreux petits secrets, mais aucune clé pour tous les ranger. » Je me suis assis en face de lui. « Tu pensais que la mort de Lady Ashcroft n'était pas un accident ?» Il sourit faiblement. « Je pense, Hastings, que tout dans cette maison, tout a été arrangé avec un but précis, même ce qui se prétend être le fruit du hasard. Un étui à cigarette placé avec trop de soin, une porte verrouillée trop vite, et une famille qui cache son cœur derrière la bienséance. Ah, quelle symphonie de tromperie! Avant que je puisse répondre, un faible bruit se fit entendre, un doux craquet, indéniable, comme si quelque chose bougeait entre les murs. Le regard de Poirot se porta instantanément vers le fond de la pièce. « Tu as entendu ça ?» murmurai-je. « Oui, mon ami. » La maison elle-même a une langue. Elle murmure quand on l'écoute attentivement. Nous nous levâmes en silence et suivîmes le faible bruit jusqu'au couloir est. La lumière de la lampe vacillait, des ombres se courbant comme des doigts fins le long des murs. Le bruit résonna de nouveau, cette fois sous le plancher de la bibliothèque. Poirot s'accroupit, l'oreille collée au sol. « Intéressant, » murmura-t-il. Le même plancher sous lequel se trouvait le bureau préféré de Lady Ashcroft. « Tu crois que quelqu'un se cache là ?» demandai-je, incrédule. « Non, non. Mais quelque chose est-ce, c'est peut-être la vérité, Hastings. Et comme toutes les vérités, elle préfère l'obscurité. » Le lendemain matin, Poirot demanda à l'inspecteur Wren de venir dans le bureau. L'inspecteur arriva, pâle et impatient. « D'autres théories, je suppose, » murmura-t-il. « Je vous le dis, Poirot, il s'agit d'une simple querelle de ménage qui a dégénéré. » Poirot sourit avec indulgence. « Ah, mais voyez-vous, mon cher Wren, la simplicité est une illusion. Le crime, lui, n'est jamais simple. Il fait semblant de l'être. » Il s'approcha du bureau et tapota doucement le sol. « Ceci, inspecteur, est le cœur de votre affaire. » Wren fronça les sourcils. « Tu crois qu'il y a quelque chose sous le plancher ?» Poirot hocha la tête. « Vous trouverez des outils dans la cabane du jardinier, je crois. Soulevons une seule planche. » À contre-cœur, Wren prit un pied de biche, et, en quelques instants, une des vieilles planches de chêne fut arrachée. En dessous, enveloppée dans une toile cirée, se trouvait une petite boîte métallique. Quand Wren l'ouvrit, je ne pus retenir un hoquet. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres, nouées d'un ruban de soie, et un petit médaillon en or contenant une photo de Lady Ashcroft, jeune femme, le bras entrelacé avec celui d'un homme que je ne reconnaissais pas. Poirot souleva délicatement l'une des lettres. L'écriture
Ce n'est pas la sienne, c'est celle d'un homme qui a aimé et à qui il était interdit d'aimer. L'inspecteur s'est moqué. De vieilles lettres d'amour, ce n'est pas vraiment un crime. Non, dit doucement Poirot. Mais l'amour, inspecteur, est à l'origine de bien des crimes. Il remit soigneusement la lettre. Il ne s'agit pas de bijoux ni d'héritage. Il s'agit du passé, de quelque chose d'enfoui littéralement sous le plancher. Plus tard dans la journée, Poirot réunit la famille au salon. La tension était palpable. Mademoiselle Evelyne était assise, raide, évitant tout le monde du regard. M. Ashcroft paraissait las, sa main tremblant légèrement tandis qu'il versait le thé. Poirot commença avec son calme habituel. « Mesdames et messieurs, j'ai fait une petite découverte. Il semblerait que Lady Ashcroft gardait sous le plancher de la bibliothèque une boîte à lettres, des lettres écrites par un homme qui n'était pas son mari. » Une brusque inspiration rompit le silence. La tasse de thé d'Evelyne lui glissa des mains et se brisa au sol. « C'est un mensonge !» s'écria-t-elle. « Ma mère ne... » Poirot leva doucement la main. « Mademoiselle, je ne suggère pas d'inconvenance, seulement du sentiment. Mais il est curieux, n'est-ce pas, que ces lettres soient restées cachées, et plus curieux encore que quelqu'un en ait eu connaissance, car quelqu'un a écouté à travers les murs. » Il jeta un coup d'œil vers le couloir. Le majordome, M. Lenton, se tenait figé devant la porte, le visage décoloré. Poirot se tourna vers lui. « Vous, monsieur, êtes dans cette maison depuis plus longtemps que quiconque. Vous connaissez chaque couloir, chaque panneau, chaque murmure. »« Je ne sais pas ce que tu veux dire, » balbutia Lenton. « Ah, mais je crois que oui, » dit doucement Poirot. « Dites-nous qui a placé la boîte sous le plancher. » Pendant un long moment, le seul bruit fut le tic-tac de l'horloge. Puis, d'une voix tremblante de peur, Lenton parla. « Madame l'a fait, monsieur Poirot, il y a des années. Elle m'a demandé de ne jamais en parler. Elle a dit que c'était une partie de sa vie qu'elle voulait garder secrète à jamais. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et pourtant, monsieur, quelqu'un d'autre y a fait, découvrez-le, quelqu'un qui craignait ce que ces lettres pourraient révéler. » Lenton hésita. « Je ne sais pas qui, monsieur. Mais 2 nuits avant sa mort, Lady Ashcroft m'a demandé de lui rapporter le coffret. Quand je suis allé le voir, il avait disparu. » Poirot hocha lentement la tête. « Et maintenant, il est réapparu. C'est vraiment chouette. Quelqu'un l'a remplacé, trop tard. » Il se tourna vers la famille, son ton s'aiguisant comme une lame. « Le meurtrier, voyez-vous, n'est pas seulement celui qui tue le corps. C'est celui qui tue la vérité, qui la cache sous les tablettes de la mémoire. Mais la vérité, mes amis, a tendance à surgir comme l'aube. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le visage de M. Ashcroft était blême. Les yeux d'Evelyne brillaient de larmes retenues. Poirot joignit les mains dans le dos. Une seule question subsiste. Quel secret, caché dans ces lettres, pourrait pousser une âme au meurtre? Il regarda vers la fenêtre, où la lumière automnale brillait faiblement sur la vitre. « C'est ce que nous allons apprendre, Hastings. » Chapitre 8. Écho du passé. Le lendemain matin, gris et hésitant, le soleil hésitait à se lever sur Ashcroft Hall. Une fine brume s'accrochait au parc, adoucissant les contours du monde. Je trouvais Poirot déjà réveillé, debout près de la fenêtre de sa chambre, les mains soigneusement jointes dans le dos, regardant le brouillard s'installer. « Bonjour, Hastings, » dit-il doucement, sans se retourner. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme le monde se cache quand il le souhaite. Même la nature joue avec les secrets. » Je les rejoins à la fenêtre. « Tu crois que les lettres sont la clé, alors ? » « Je savoir, »
C'est ça, répondit-il. Mais la clé seule n'ouvre pas la porte. Il faut la mettre sur la bonne serrure. Et dans cette maison, mon ami, il y a trop de serrures. Ce matin-là, le petit déjeuner fut tendu. Les Ashcroft étaient assis ensemble, mais pas avec les yeux d'Evelyn étaient baissés, sa cuillère immobile. M. Ashcroft semblait déprimé, parlant peu et mangeant encore moins. Le majordome, Lenton, rôdait comme un homme attendant son jugement. Poirot mangeait avec parcimonie, mais son regard ne manquait de rien. Chaque regard, chaque tremblement, chaque silence devenait une note dans sa symphonie mentale. Enfin, il posa sa tasse et se tamponna les lèvres avec précision. Madame Ashcroft a écrit un jour sur l'amour interdit, commença-t-il sur le ton de la conversation. Un sentiment familier aux poètes et aux familles. La fourchette d'Evelyn claqua contre son assiette. « Tu les as lus ?»« Un seul, mademoiselle, » répondit-il doucement. Suffisamment pour savoir qu'elles étaient écrites par un homme qui parlait français, dont le ton était raffiné, dont l'affection était, comment dire, profondément dévouée. La main de M. Ashcroft se serra sur son verre. « Vous n'avez pas le droit. »« Ah, mais j'en ai le devoir, » interrompit doucement Poirot. « Ce n'est pas une simple curiosité, monsieur, c'est la quête de la vérité. Voyez-vous, votre femme craignait quelque chose dans ses lettres, non pas l'amour en lui-même, mais ce qu'il révélerait. » Le silence qui suivit fut pesant et dangereux. Puis, à la surprise générale, ce fut Evelyn qui prit la parole. « Elle m'a dit un jour, dit-elle d'une voix tremblante, qu'il y avait quelqu'un avant-père, quelqu'un qu'elle aimait mais qu'elle n'a jamais pu épouser. Je croyais que ce n'était qu'une histoire, un de ces souvenirs mélancoliques que les femmes se racontent lorsqu'elles se sentent seules. » Poirot inclina la tête. « Et vous, mademoiselle, lui avez-vous jamais demandé le nom de cet homme ?»« Non, » murmura-t-elle. Elle changeait de sujet, toujours. Le regard de Poirot s'adoucit. Alors peut-être est-il temps de laisser parler le passé. Plus tard, dans la matinée, Poirot invita toute la famille à se réunir dans la bibliothèque, la pièce même sous le plancher de laquelle la boîte avait été retrouvée. L'air sentait légèrement la poussière et le vernis, et la faible lumière des hautes fenêtres éclairait le vieux bureau en chêne comme une bénédiction. Poirot y déposa les lettres encore attachées avec leurs rubans délavés. Il les contempla avec révérence. « Il y en a 12 en tout, » dit-il, écrits sur une période de 15 ans, le plus ancien, de Paris, le dernier, de Londres, daté de quelques mois seulement, avant la mort de Lady Ashcroft. L'inspecteur Wren, revenu observer les événements, semblait sceptique. « Vous voulez dire que madame a correspondu avec cet homme pendant toutes ces années, sous le nez de son mari ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, mais non, inspecteur. Les lettres ultérieures sont d'elle. L'homme, semble-t-il, était décédé depuis longtemps. La correspondance est devenue unilatérale, un dialogue avec la mémoire. » Il ouvrit une lettre et commença à lire doucement. « Mon très cher Étienne, les années n'ont pas atténué ta voix dans mon cœur. Je n'écris pas pour être entendu, mais pour me souvenir de ce que c'était que d'être en vie. T'aimer était un péché, disait-il, mais t'oublier, ce serait la mort. » Un silence profond s'abattit sur la pièce. L'expression de M. Ashcroft se durcit, mais son regard trahissait quelque chose de plus profond. Du regret, peut-être, ou de la culpabilité. Poirot plia soigneusement la lettre. « Il y a de la poésie ici, oui, mais aussi de la douleur. Une femme partagée entre devoir et désir, et qui peut-être a confié son fardeau à de mauvaises oreilles. » Il se tourna soudain vers Lenton.
Vous étiez son confident, n'est-ce pas? Le majordome perdit son sang-froid. Elle me parlait parfois, oui, de sa jeunesse, de ses voyages. C'était une femme bienveillante, Monsieur Poirot. Poirot hocha lentement la tête. Et quand elle vous a demandé la boîte 2 nuits avant sa mort, vous a-t-elle expliqué pourquoi? Lenton hésita. Elle a dit qu'elle voulait le détruire. Un murmure parcourut la pièce. Les yeux de Poirot brillèrent. Et pourtant, elle ne l'a pas fait, parce que la boîte avait disparu. Quelqu'un l'avait déjà volée. Il se tourna vers la famille. Qui, je me le demande, pourrait craindre ce que ces lettres pourraient révéler? Ni le serviteur qui les a cachées, ni la fille qui n'en a jamais connu le contenu, mais peut-être le mari qui a reconnu l'écriture. M. Ashcroft se leva brusquement. « Ça suffit, Poirot. »« Asseyez-vous, monsieur, » dit doucement Poirot. « Je n'accuse personne pour l'instant, mais observez. Et j'ai constaté que le décès de votre femme s'est produit la nuit où elle a finalement exigé que la boîte lui soit rendue. » Le visage de l'homme plus âgé se contracta. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour parler. Mais il ne dit rien. Poirot s'approcha d'un ton mesuré, mais ferme. Il y a autre chose, quelque chose de plus récent que ces lettres. Lady Ashcroft a écrit un dernier mot, inachevé. On l'a retrouvé dans son secrétaire. Il brandit une seule page, l'encre tachée, mais lisible. Ce soir, je dois décider. La vérité ne peut plus dormir sous le plancher. Demain, je dirai tout à Evelyn. Plus de mensonges, plus de silence. Poirot reposa soigneusement la page. Dites-moi, inspecteur, est-ce que ça ressemble à une femme qui se prépare à mettre fin à ses jours? Wren fronça les sourcils. Non, ce n'est pas vrai. Exactement, dit Poirot. Et donc il faut se demander, qui a voulu la faire taire avant qu'elle puisse parler? Evelyn se couvrit le visage des mains. « C'est monstrueux, » murmura-t-elle. « On lui arrache la mémoire. » La voix de Poirot s'adoucit. « Non, mademoiselle, nous sommes Restauration cacher la vérité, c'est la laisser mourir 2 fois. » Il se mit à marcher lentement. « Il y a eu une bagarre, n'est-ce pas? Près du tapis du foyer, là où le chandelier est tombé. Mais il y avait autre chose. De la cire fondue sur le tapis, même si aucune bougie ne manquait. » Hastings cligna des yeux. « Tu veux dire que quelqu'un s'est éclairé avec une bougie? »« Ou brûlé quelque chose ?» dit gravement Poirot. « Une lettre, peut-être. Une lettre trop dangereuse pour survivre. » Il marqua une pause, les parcourant du regard. Le meurtrier croyait que le passé pouvait être détruit par le feu. Mais le feu laisse des cendres, et les cendres parlent. Dehors, le vent commençait à se lever, faisant vibrer les vitres comme s'il faisait écho à ses paroles. Poirot se tourna vers Wren. « Inspecteur, nous devons fouiller à nouveau, chaque grille, chaque cheminée. Il y a quelque chose dans cette maison qui n'a pas encore été dit et qui attend parmi les cendres. » Il fit face à la famille, une fois de plus, d'une voix douce mais ferme. « La vérité, mes amis, est proche, très proche, et quand elle viendra, elle ne murmurera pas, elle crier. » Chapitre 9. Les cendres parlent. Le jour se leva froid et gris, le ciel chargé de nuages annonçant la pluie. Ashcroft Hall semblait enveloppé par le temps tel un linceul, ses hauts plafonds et ses longs couloirs résonnant de vide. Poirot évoluait dans la maison avec sa grâce habituelle, les mains jointes dans le dos, le regard scrutant chaque recoin, comme si les murs eux-mêmes pouvaient révéler des secrets. J'ai demandé à l'inspecteur Wren d'examiner chaque cheminée et chaque grille, dit Poirot à Hastings, tandis que nous le suivions dans la bibliothèque. Les cendres, mon ami, sont des témoins qui ne peuvent mentir.
Elles se souviennent même quand l'esprit oublie. Hastings le regarda avec scepticisme. Des cendres, Poirot. Tu t'attends vraiment à trouver l'indice dans un tas de poussière. Ah, mais Hastings, répondit Poirot, même le plus petit fragment peut trahir une âme. Ce ne sont pas les cendres elles-mêmes, mais ce qu'elles ont consumé. L'inspecteur Wren et une équipe d'assistants arrivèrent rapidement, prêts à accomplir le travail minutieux exigé par Poirot. Chaque cheminée de la maison fut vidée avec soin, la poussière tamisée et les restes examinés. La plupart étaient ordinaires, restes de vieilles bûches ou du feu de la veille, mais dans l'âtre du bureau de l'aile, Poirot marqua une pause, sa main gantée planant au-dessus d'un petit tas. « Ah, voilà !» murmured. Il prit un minuscule morceau de papier, noirci sur les bords, mais encore partiellement intact. Hastings se pencha, reconnaissant les restes d'encre brûlée sur un parchemin fragile. Poirot le déplia soigneusement. C'était un fragment de lettre, une écriture caractéristique, des boucles et des fioritures délibérées. Seuls quelques mots restaient lisibles. Ne peut pas pardonner, doit être caché, avant qu'elle ne le dise. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, Hastings, ceci, mon ami, confirme mes soupçons. Quelqu'un a tenté de détruire un message que Lady Ashcroft avait l'intention de révéler. Mais remarquez le soin apporté. Ce n'était pas un hasard. Ils n'ont brûlé que ce qu'ils craignaient, abandonnant le reste. L'inspecteur Wren fronça les sourcils. « Alors, vous me dites que le meurtrier n'a brûlé qu'un fragment? C'est étrange. » « Rien d'étrange, » corrigea doucement Poirot. « Calculatif. Un esprit qui projette un meurtre est rarement négligent. Il détruit sélectivement, cherchant à dissimuler le plus accablant, tout en laissant le reste tromper. » Hastings secoua la tête. « Vous dites que les cendres elles-mêmes racontent une histoire. »« Mais oui, » dit Poirot avec un léger sourire. « Chaque particule, chaque trace, elle parle. Il faut seulement écouter avec la petite cellule grise. » Poirot se tourna alors vers la famille rassemblée. Lady Ashcroft était assise, pâle et tremblante. Evelyn à ses côtés, tandis qu'Henry s'agitait avec inquiétude. Le regard du détective était inflexible, précis. « Mesdames et messieurs, nous avons trouvé des preuves qui confirment une lutte et une tentative de dissimulation de la vérité. Pourtant, ce qui importe le plus n'est pas l'acte de destruction, mais l'intention qui le sous-tend. » Il désigna le fragment. « Ceci a été écrit par quelqu'un qui craignait la révélation. Quelqu'un qui savait que si la lettre subsistait, elle révélerait des motivations trop dangereuses pour être admises. » La mâchoire d'Henry se serra. « Tu insinues que l'un de nous a essayé de... » Poirot leva la main. « Non, monsieur, je n'accuse pas sans preuve, mais j'observe les réactions. La culpabilité, la peur, le léger tremblement à l'évocation du feu et des lettres. Cela trahit plus que des mots. » Les mains d'Evelyn serraient le bord de sa chaise. « On nous accuse de meurtre, alors ?» Sa voix était à peine un murmure. « Non, mademoiselle, » répondit calmement Poirot. « Vous êtes témoin, comme nous tous, mais l'une d'entre vous possède un savoir qu'elle ne devrait pas posséder, et ce savoir a causé le malheur. » Lady Ashcroft regarda son mari, les yeux écarquillés. Les doigts de M. Ashcroft tambourinèrent nerveusement sur la table. Le regard de Poirot s'attarda sur lui un instant de plus que nécessaire. Plus tard, Poirot demanda que les domestiques soient à nouveau interrogés discrètement, notamment au sujet de la soirée du décès de Lady Ashcroft. Clara, la servante, n'eut pas grand-chose à lui dire, si ce n'est un détail qu'elle avait oublié.
Monsieur Poirot, dit-elle en se tordant les mains, j'ai vu Monsieur Henry dans l'LS cette nuit-là. Il a dit qu'il contrôlait le feu, mais j'ai remarqué que ses mains étaient tachées, comme de la suie ou de la cendre. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. De la suie, Hastings. La cendre sur les mains des coupables est comme une empreinte digitale, révélatrice et pourtant subtile. Merci, mademoiselle Clara. Nous sommes retournés au bureau. Poirot restait silencieux, contemplant la cheminée et le fragment de lettre. Tenter de brûler des preuves est toujours révélateur, murmura-t-il. Cela trahit la peur, l'urgence et le désir de contrôler l'information. Quelqu'un a cherché à empêcher Lady Ashcroft de parler, Hastings, et cette personne avait accès à la cachette de la lettre et savait où elle se cachait. Hastings fronça les sourcils. « Mais comment sais-tu que ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur » Poirot secoua la tête. « Impossible. Les serrures étaient intactes, aucune trace d'effraction. Seul quelqu'un qui circulait librement dans cette maison aurait pu le faire. Le coupable est ici, entre ces murs. » Ce soir-là, Poirot demanda à examiner le reste des lettres de la boîte en fer blanc sous le plancher. Il les lut attentivement, en partie à voix haute, laissant leur contenu imprégner la famille. « Tu es ma seule vérité dans un monde de mensonges. J'ai peur qu'un jour il le sache, et que cela détruise tout. Je dois cacher ce que j'aime le plus, car le révéler, c'est inviter la ruine. » Chaque passage semblait anodin au premier abord, mais le commentaire de Poirot guidait les auditeurs vers une signification plus profonde. « Remarquez, dit-il, le schéma. Chaque lettre est un aveu et un avertissement. Les mots suggèrent qu'un proche, quelqu'un qui craignait la révélation, prendrait des mesures drastiques si la nouvelle était découverte. » Les doigts d'Evelyne tremblaient. « Alors, ce n'est pas seulement les lettres, c'est aussi qui était au courant. Celui qui savait aurait voulu qu'elle se taise. » Poirot hocha la tête. « Exactement, mademoiselle. La connaissance est dangereuse lorsqu'elle est associée à la peur, et la peur peut pousser à l'extrême. » Il se pencha, la voix douce mais ferme. « Nous avons vu des fragments d'intention, des fragments de destruction. Reste à découvrir qui a agi et pourquoi. Cela, Hastings, viendra bientôt. La maison elle-même fournit la scène, et ce soir, nous assisterons au début du spectacle. » À la tombée de la nuit, la maison se refroidissait et le vent faisait trembler les fenêtres. Poirot se tenait près de la fenêtre, contemplant le ciel sans lune. « Observe, Hastings, dit-il doucement. Les coupables ne peuvent même pas se reposer. Ils agiront ou se révéleront par des indices subtils. Observe les ombres, écoute le craquement du plancher. Les petites cellules grises ne dorment jamais. » Et quelque part au-delà du bureau, dans le silence entre les pièces, je crus entendre un léger bruit de pas, presque imperceptible, comme si quelqu'un marchait de long en large, impatient. Poirot suivit instinctivement le mouvement des yeux et il sourit faiblement. « Oui, murmura-t-il, la suite appartient aux coupables et ils se trahiront. Chaque chose en son temps, mon ami. Chaque chose en son temps. » Chapitre 10. Les ombres parlent. La nuit était inhabituellement calme. Même le vent qui faisait trembler les fenêtres depuis des jours s'était tu, laissant les couloirs d'Ashcroft Hall dans un silence inquiétant. Poirot arpentait lentement la bibliothèque, les mains jointes dans le dos, le regard vif et alerte. Hastings l'observait, sentant la tension monter dans la maison. « Poirot, murmurai-je, tu sembles dans l'expectative ce soir. »« Ah, Hastings, je ne suis pas seulement dans l'expectative, je suis attentif.
Il faut attendre que le coupable se trahisse, et il y a des moments où même la conscience la plus forte tremble. Ce soir est un tel moment. La famille avait été convoquée au salon sous prétexte d'une réunion discrète. Lady Ashcroft était assise, raide sur sa chaise, les mains jointes sur ses genoux. Evelyn, pâle et tendue, jetait des coups d'œil répétés vers la porte. Henri, affalé dans son fauteuil, parcourait la pièce du regard avec un mélange de défi et d'inquiétude. Même les domestiques s'attardaient aux abords, chuchotant entre eux. Poirot, debout devant la cheminée, s'adressa à eux tous avec une précision calme. « Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Les lettres sous le plancher, le fragment brûlé dans l'âtre et le secret que votre mère entendait révéler, tous ces éléments convergent vers un point unique. Et le point, comme souvent, ne réside pas dans l'objet, mais dans l'esprit qui a convoité sa dissimulation. » Henri se tortilla, mal à l'aise. « Je ne vois pas le rapport avec toute cette histoire de lettres. » Poirot leva un doigt délicat. « Ah, mais vous, monsieur, les cendres trahissaient une peur. Les lettres révèlent un mobile, et vos mains, Henri, ont touché à la fois la lettre et le feu. Voyez-vous, on ne laisse pas de cendres sur ses doigts, sans raison. » Evelyn laissa échapper un hoquet, et les lèvres de Lady Ashcroft s'entr'ouvrirent sous le choc. La main d'Henry tressauta, trahissant son sang-froid. Poirot poursuivit d'une voix ferme mais courtoise. « Les preuves sont subtiles, certes, mais indéniables. Remarquez, le fragment brûlé contenait des mots, annonçant une révélation imminente. Quelqu'un a agi pour empêcher cette révélation, et cette personne était présente, dans l'aile est, avec accès aux lettres et à la cheminée. » Henri se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment. « Tu es fou, je n'y suis pour rien. » Le regard de Poirot ne vacilla pas. « La folie est faite pour les impatients, mon ami. Nous ne sommes ni impatients ni pressés. Nous sommes précis. Et la précision permet l'observation, ce qui m'amène à votre comportement, monsieur. » Le visage d'Henri pâlit. « De comportement? De quoi parles-tu ? » Votre hésitation, votre façon d'éviter le regard de l'Assemblée, vos tremblements lors de la discussion des lettres, votre respiration même, signe révélateur d'un esprit accablé par la culpabilité. Et surtout, la suie sur vos doigts, confirmée par mademoiselle Clara, indique que vous avez manipulé le feu avec intention, plutôt qu'avec négligence. » La voix d'Evelyn rompit le silence. « Henri, c'est impossible. Père, mère, ils n'auraient jamais soupçonné. » Poirot s'approcha d'elle. « Mademoiselle, la vérité, bien que douloureuse, n'est pas une arme de destruction. C'est une lumière qui révèle les recoins cachés. Et si elle doit tomber sur quelqu'un, mieux vaut la voir que la cacher. » Il se tourna de nouveau vers Henri. « Monsieur Henri, Lady Ashcroft ne devait pas mourir. Et pourtant, elle fut réduite au silence avant de pouvoir révéler la vérité qu'elle avait si longtemps gardée pour elle. Dites-moi, pourquoi aviez-vous tant peur de sa révélation ?» Le sang-froid d'Henri vacilla complètement. Sa mâchoire se crispa, puis se détendit, comme s'il cédait à l'inévitable. Je ne voulais pas dire. C'était qu'elle aurait tout détruit. Si quelqu'un avait su ce qu'elle allait dire, tout ce que nous avons construit, père, mère, ça les aurait ruinés, nous aurait ruinés. » Poirot hocha lentement la tête. « Oui, oui, la peur de la ruine sociale, un mobile fréquent. Mais la méthode, monsieur, est des plus révélatrices. Pourquoi tenter de détruire seulement une partie des lettres, et pourquoi les laisser sous le plancher si longtemps ?» Les épaules d'Henri s'affaissèrent. Je n'ai pas réfléchi. Je voulais juste l'arrêter. Je voulais seulement brûler les lettres. Je ne voulais pas qu'elle meure. » L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. « Et pourtant,
Agir sous l'emprise de la peur a souvent des conséquences bien au-delà de ce que l'on aurait voulu. Vous avez cherché à protéger, et au lieu de cela, vous avez détruit. La loi appelle cela un crime, mais le cœur comprend. Lady Ashcroft se leva, la voix tremblante. « Henry, mon fils, vous avez agi par peur, certes, mais par peur sans malice. Je le comprends maintenant, et même si la loi suivra son cours, je sais que votre cœur ne voulait pas la mort. » Henry s'affala sur une chaise, les larmes aux yeux. Evelyn traversa la pièce et lui prit la main. « Tu devras affronter ce qui doit l'être, mais au moins, nous comprenons. » Poirot intervint doucement. « Il reste un détail, un dernier acte à observer. Les lettres cachées, le fragment brûlé, ne contenaient aucune accusation directe, seulement la révélation d'un passé secret. La mort de Lady Ashcroft était une conséquence involontaire d'une intervention. Et pourtant, l'intention compte dans l'observation, mon ami. En empêchant toute révélation, l'intention coupable s'est révélée. » L'inspecteur Wren, resté silencieux pendant toute la séance, prit enfin la parole. « Poirot, dites-vous qu'il s'agit d'un homicide involontaire plutôt que d'un meurtre ?» Poirot sourit. « La loi peut le définir ainsi, oui, mais l'âme humaine, Wren, connaît les nuances. La peur a conduit à l'action, le secret a conduit à l'erreur, la culpabilité a suivi inévitablement. C'est pourquoi nous observons et que nous accordons plus d'importance à l'esprit qu'au simple acte. » Il se tourna vers la famille. « Mesdames et messieurs, la justice peut être rendue par les hommes, mais la sagesse est administrée par les petites cellules grises. Le coupable l'a été révélé, non par la hâte ni par la colère, mais par l'observation attentive de la peur et de l'hésitation. » Pendant un long moment, le silence régna. Même le vent dehors sembla s'arrêter, comme s'il écoutait. Henry enfouit son visage dans ses mains, des sanglots brisant la tension. Evelyn resta à ses côtés, une main posée sur son épaule. Lady Ashcroft resta assise en silence, les larmes aux yeux, reflétant le chagrin, le soulagement et une profonde compréhension du cœur humain. Poirot s'adressa à nous en dernier. « Et maintenant, nous pouvons tous respirer, car la vérité est connue. Souviens-toi, Hastings, ce ne sont pas les preuves matérielles à elles seules qui mènent à la découverte. L'esprit, la conscience, le moindre frémissement, tels sont les outils du détective. Et quand la peur se mêle à l'amour, quand le secret rencontre l'inquiétude, les petites cellules grises révèlent tout. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda le parc. Ashcroft Hall est de nouveau silencieux. Mais sachez, mon ami, que le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Il attend simplement que la prochaine histoire se dévoile. Hastings secoua la tête, mêlé d'admiration et d'épuisement. « Parbleu, Poirot, tu donnes une impression presque poétique. » Poirot inclina la tête. « Ah, Hastings, la vie est une poésie écrite en folie humaine. Il faut simplement savoir la lire. » Et avec cela, les ombres semblèrent s'éloigner de la pièce, ne laissant que la compréhension silencieuse que la peur, le secret et l'émotion humaine avaient en tous joué leur rôle, et que, enfin, la vérité avait parlé. Chapitre 11. Le rassemblement final. La lumière matinale filtrait lentement à travers les hautes fenêtres d'Ashcroft Hall, dessinant de longues lignes pâles sur le sol ciré du salon. Poirot avait demandé à tous les membres de la maisonnée de se rassembler, insistant sur l'importance de l'unité et de l'attention. L'air était lourd, chargé d'impatience, comme si la maison elle-même attendait la révélation des vérités. Lady Ashcroft était assise dans son fauteuil préféré.
calme mais visiblement lasse. Evelyne était perchée près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, les yeux écarquillés et alertes. Henri s'appuyait contre la cheminée, silencieux, sa défiance habituelle tempérée par l'épuisement. Même les domestiques avaient été convoqués pour assister à la cérémonie, leur présence silencieuse rappelant l'intimité de la maisonnée. Poirot, parfaitement droit, les mains jointes dans le dos, observait la pièce avec un calme acquis. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour discuter des événements du passé, mais pour les comprendre, en être témoins, et clore le chapitre, là où la confusion et la peur ont régné. Procédons avec ordre, comme il sied à des esprits rationnels. » Il commença par raconter la découverte sous le plancher de la bibliothèque. D'une voix posée et précise, il décrivit la boîte en fer blanc cachée, les lettres qu'elle contenait et la photo de Lady Ashcroft avec un jeune homme nommé Élise, son amour perdu depuis longtemps. Chaque détail était accompagné de ses observations attentives des réactions de la famille. « Remarque Hastings, me dit doucement Poirot, comme chaque individu reçoit l'information différemment. Certains sont choqués, d'autres effrayés, d'autres encore sur la défensive. L'esprit coupable, en revanche, ne garde pas son sang-froid face au rappel de secrets. Observe Henry. » Henry s'agita sur son siège, mal à l'aise, son regard se portant brièvement sur Evelyne, puis sur Poirot. Le regard du détective s'attarda, notant chaque léger tremblement, chaque micro-expression. « Oui, Hastings, les petites cellules grises remarquent tout. » Poirot poursuivit, en expliquant le fragment de lettre brûlé, retrouvé dans l'âtre de l'aile est, la suie sur les mains d'Henry et la tentative avortée de détruire des preuves compromettantes. « On ne brûle pas un seul fragment sans le vouloir, dit-il, et on n'agit pas sous l'effet de la peur sans se révéler. » Poirot se tourna ensuite vers les lettres et les déposa soigneusement sur la table. Ces lettres n'étaient pas de simples lettres. C'étaient des confessions, des avertissements et des témoignages d'un amour jusque-là caché. Et pourtant, la crainte que de telles vérités soient révélées l'a poussé à agir de façon tout à fait regrettable. Il regarda Henry droit dans les yeux. « Monsieur Henry, vous cherchiez à protéger votre famille du scandale. Vous pensiez que détruire des preuves empêcherait la révélation d'événements passés. Mais la main qui agit sous l'emprise de la peur est rarement ferme. Dites-moi, pourquoi avez-vous caché les lettres avant qu'elles ne soient entièrement brûlées ?» Le visage d'Henry était blême. Il déglutit difficilement, sa voix à peine audible. « Je voulais juste qu'on ne les voie pas. Je ne voulais pas qu'elles meurent. » L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. « Ah oui, l'intention contre le résultat. Une leçon subtile mais puissante de comportement humain. Tu as agi par peur, mon ami, pas par haine. Et pourtant, la peur est un maître dangereux. » Lady Ashcroft, restée calme, prit enfin la parole. « Henry, c'était mal, oui, mais je comprends. Je vois maintenant que l'amour, la peur et le devoir peuvent nous conduire à agir de manière inattendue. L'important, c'est que la vérité soit connue. » Poirot porta ensuite son attention sur les légères anomalies qu'il avait observées. La disparition soudaine des lettres dans le bureau, l'incendie partiel et les ombres projetées par le feu vacillant la nuit de l'incident. Chaque détail, expliqua-t-il, aussi infime soit-il, contribue à une compréhension plus large. La main qui manipule les preuves, le pas hésitant, le regard hésitant. Tous ces éléments sont des instruments de révélation. Le comportement humain, messieurs, est la preuve la plus authentique. La voix d'Evelyne tremblait. « Et les lettres, qu'en est-il ?
Seront-elles lues, maintenant que nous savons? Poirot sourit faiblement. Ces lettres ne disent pas que ce que l'esprit sait déjà. Les lire à voix haute, maintenant, ajouterait du suspense, mais n'apporterait aucune vérité nouvelle. Leur but était de révéler, discrètement, à celui qui la redoutait le plus. Et ce but a été atteint. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles retomber. Puis, avec un calme délibéré, il s'adressa à la famille, à l'unisson. « Mesdames et messieurs, l'enquête est close. La mort de Lady Ashcroft, bien que tragique, fut la conséquence involontaire d'un acte terrifiant. Les lettres sous le plancher, le fragment brûlé dans l'âtre et les cendres elles-mêmes confirment le déroulement des événements. La peur a motivé l'action, le secret a conduit à l'erreur, et la culpabilité s'est révélée non par les aveux, mais par le comportement. » Il s'approcha d'Henry. « Mon ami, vous assumerez les conséquences de vos actes comme l'exige la loi, mais la loi n'est pas seule à juger. Remarque, Hastings, comment comprendre l'esprit du coupable? Comment observer le tremblement de sa conscience et l'hésitation de sa culpabilité peut révéler la vérité plus sûrement que les seules preuves. » Hastings hocha la tête. « C'est remarquable, Poirot, vraiment remarquable. » Poirot inclina la tête. « La loi punit l'acte, Hastings, mais la sagesse discerne le pourquoi. Et c'est là, mon ami, le but des petites cellules grises. » Il y eut un silence tandis que la famille assimilait l'explication de Poirot. Même les domestiques semblèrent comprendre que le mystère, bien que résolu, avait laissé une trace indélébile dans la maison. Lady Ashcroft, ayant retrouvé son calme, se leva et s'approcha de son fils. « Henry, vous avez agi par amour et par peur. Vous devez affronter la loi, certes, mais vous avez appris, je l'espère, les conséquences du secret et de la tromperie. » La voix d'Henry se brisa lorsqu'il répondit « Je comprends, mère. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'accepterai ce qui viendra. » Poirot, observant l'échange, hocha la tête en signe d'approbation. « Tu vois, Hastings, même dans la culpabilité, il peut y avoir une rédemption. Même si le chemin est étroit, il existe. L'esprit, confronté aux conséquences de ses actes, recherche souvent la compréhension avec autant d'ardeur que la dissimulation. » Il recula, examinant la pièce une dernière fois. Les lettres, les cendres, les compartiments secrets. Tout cela était des témoins silencieux. Mais l'esprit humain, mes amis, ne peut se cacher éternellement. La peur et le secret se révèlent de manière subtile, persistante et inévitable. Et maintenant, l'histoire se conclut, comme toutes les histoires, avec la clarté retrouvée et la justice, presque accomplie. Enfin, Poirot s'adressa à toute la maisonnée avec une dignité sereine. Rappelons-nous que la vie est fragile, que les secrets sont dangereux et que la nature humaine, bien qu'imparfaite, peut être comprise si on l'observe attentivement. La peur est une puissante source de motivation, mais la sagesse la tempère. Et les petites cellules grises, Hastings, sont toujours à l'œuvre, qu'on s'en rende compte ou non. Tandis qu'il parlait, une résolution tranquille sembla s'installer dans Ashcroft Hall. Les ombres, autrefois tendues et soupçonneuses, semblaient désormais moins oppressantes, comme le calme d'une maison témoin de la fragilité humaine. La famille, bien que changée à jamais, comprenait la profondeur de ce qui s'était passé. Et Poirot, impeccablement calme, s'autorisa un léger sourire, satisfait que la vérité, la justice et la compréhension aient été restaurées. La réunion prit fin, et Poirot, toujours posé, se tourna vers Hastings. « Mon ami, nous partirons bientôt. Ashcroft Hall nous a parlé, et nous avons écouté.
Que cela reste une leçon. L'esprit, bien que caché, est toujours visible pour ceux qui observent attentivement. Et sur ce, Poirot ramassa son manteau, les petites cellules grises, une fois de plus satisfaites, laissant derrière elles une maisonnée, toujours consciente des ombres qui se cachent sous les planchers et les cœurs. Chapitre 12. Le calme après la tempête. Le soir était tombé doucement sur Ashcroft Hall. Une pluie fine claquait contre les hautes fenêtres, un rythme léger qui semblait dissiper la tension de la maison. Dans le salon, l'atmosphère était nettement différente de l'appréhension pesante des nuits précédentes. La famille, elle était assise ensemble, mais séparée, non pas par la distance, mais par la contemplation pesante des événements désormais derrière eux. Poirot, debout près de la cheminée, avec la même assurance méticuleuse qu'il affichait toujours, observait la maisonnée de son regard serein et calculateur. Mesdames et messieurs, les ténèbres qui hantaient cette maison se sont dissipées. Nous avons vu les mécanismes de la peur, du secret et de l'émotion humaine, et maintenant nous en connaissons les conséquences. Il désigna les lettres et les fragments sur le bureau. Ce que nous avons constaté, c'est que la vérité, même cachée, finit par émerger. Même la tentative la plus astucieuse de dissimuler le passé laisse des traces, de légers tremblements, de subtiles hésitations, des traces sur les mains des personnes impliquées. La nature humaine, dans sa complexité, ne peut rester éternellement silencieuse. Lady Ashcroft, assise calmement, sourit faiblement. Vous nous l'avez appris, monsieur Poirot, que même la peur et les erreurs peuvent éclairer la vérité. Poirot inclina la tête. Oui, madame. Et cette compréhension est aussi importante que la justice. La loi remplira ses fonctions, mais la compréhension de l'esprit, le pourquoi de l'acte, voilà, Hastings, le don de la raison. Hastings, assis dans un coin avec son carnet, murmura « C'est remarquable, Poirot. Comme tu vois toujours, ce que personne d'autre ne voit, les petits gestes, les signes infimes. L'esprit se révèle d'une manière que le corps ne peut dissimuler. » « Exactement, mon ami, » répondit Poirot. « Il suffit d'observer attentivement. Le monde physique donne quelques indices, mais l'esprit humain, est un texte bien plus riche. La peur, l'amour, la jalousie, le secret, tous laissent des traces si l'on sait les déchiffrer. » Il marqua une pause, son regard balayant Henry et Evelyn. Monsieur Henry a assumé les conséquences de ses actes, et si sa peur a mené à une issue tragique, il a agi sans malice. Mademoiselle Evelyn, votre vigilance et votre sang-froid ont préservé la dignité de votre famille. Et Madame Ashcroft, vous avez enduré ce que beaucoup n'auraient pas supporté. La révélation de secrets, la révélation d'amour passé, et la compréhension que la vérité est rarement commode. Henry, maintenant calme et pensif, hocha la tête. « Je comprends maintenant, Poirot. Je pensais protéger ma famille, mais la peur peut aveugler même les meilleures intentions. » Poirot sourit faiblement. « Oui, voilà mon ami, la leçon. La conscience et la peur sont étroitement liées, et nos petites cellules grises doivent toujours être vigilantes. On ne peut pas agir sans réfléchir, car les conséquences imprévues sont les plus cruelles des leçons. » Poirot se tourna vers Hastings, une légère lueur dans les yeux. « Et maintenant, Hastings, nous allons partir. La maison a parlé, et nous avons écouté. Ashcroft Hall gardera ses secrets, certes, mais seulement ceux qui sont destinés à perdurer. Le reste, les vérités qui auraient pu briser des cœurs, ont été dévoilées avec soin et compréhension. » J'observais Poirot rassembler son manteau et sa canne.
ses gestes toujours aussi posés et précis. Même dans sa résolution, il était un modèle d'ordre et d'élégance. « Mon ami, poursuivit-il, ne trouvez-vous pas curieux que l'esprit humain, si habile à dissimuler, se révèle inévitablement à travers le plus infime des signes, le tremblement d'une main, l'hésitation d'une voix, le moindre mouvement d'évitement du regard? C'est dans ces infimes détails que se trouve la clé de la compréhension des comportements humains les plus complexes. » J'ai hoché la tête, émerveillé par sa perspicacité. C'est presque comme si la maison elle-même conspirait pour dire la vérité, Poirot. « Ah, Hastings, vous n'avez pas tout à fait tort, » répondit-il. « La maison, les lettres, les fragments, les cendres, ce sont des témoins silencieux. Et pourtant, lorsqu'on écoute, observe et raisonne, ils parlent plus clairement que n'importe quelle confession. » Alors que nous nous dirigions vers la porte, Poirot marqua une pause et jeta un dernier coup d'œil à Ashcroft Hall. Justice a été rendue, certes, mais souviens-toi, Hastings, c'est la compréhension, et non la seule punition, qui guide le cœur humain vers la réflexion. La peur existera toujours, le secret sera toujours recherché, et l'amour compliquera toujours les choses. Mais l'observation et la raison, elles, perdurent. Il redressa son manteau, ajusta sa cravate et ajouta avec son élégance habituelle « Et n'oublions pas la leçon la plus importante, mon ami. Les petites cellules grises, utilisées avec diligence, révèlent ce que les yeux ratent souvent et ce que les oreilles ne perçoivent pas. Le triomphe d'un détective ne réside pas dans la capture, mais dans la compréhension des motivations, de l'esprit, des subtilités de la nature humaine. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Et tu ne cesses jamais de m'étonner, Poirot. »« Merci, Hastings. Mais ce n'est pas moi qui étonne, c'est l'esprit lui-même. Il suffit de savoir le déchiffrer. » Dehors, la pluie s'était adoucie et n'était plus qu'une légère bruine. Les couloirs d'Ashcroft Hall semblaient plus légers, plus libres, comme si la vérité avait allégé un fardeau trop longtemps porté en silence. La famille, bien que marquée à jamais par des événements à la fois tragiques et instructifs, avait gagné en clarté, en compréhension et peut-être en paix. Poirot s'arrêta sur le seuil, sa silhouette frêle, se découpant sur la lumière tamisée. Et ainsi, Hastings, nous quittons Ashcroft Hall. Qu'il demeure un témoignage, des secrets peuvent se cacher sous le plancher, derrière des lettres et dans les cœurs, mais ils finiront par parler, d'une manière ou d'une autre, et quand ils le feront, les petites cellules grises devront toujours écouter. Sur ces mots, il monta dans la voiture qui nous attendait, laissant derrière lui une maison transformée, non seulement par la révélation, mais par la compréhension. Et tandis que les roues de la voiture roulaient sur le gravier, je réalisais une fois de plus que les victoires de Poirot ne résidaient pas seulement dans la détection, mais dans la compréhension, l'art de lire l'âme humaine avec patience, précision et perspicacité.